Europe 1 Soir Week-end. Pierre de Villeneuve. Notre grand témoin de l'actualité sur Europe 1 tombe dans le chaudron de l'actualité au Proche-Orient, mais il a l'habitude, en tant qu'ancien ministre, évidemment, il pourra à quelques instants commenter cette actualité internationale. Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes. Vous étiez il n'y a pas si longtemps commissaire européen, ministre de l'économie, ministre des Affaires européennes. Cette guerre entre le Hamas et Israël, elle connaît un nouveau tournant ce soir avec la libération des otages. Assurément, c'est un point d'inflexion. Cette trêve qu'on souhaitait, cette pause humanitaire qu'on désirait, parce qu'il y a aussi ça, ça y est, la cheminée. On sait qui ? Tout le monde, je pense. Vraiment ? Oui, je crois, parce que si vous voulez, il y a eu dans cette affaire d'abord un pogrom, un massacre commis par le Hamas, qu'il faut nommer comme tel. Ceux qui osent dire que c'est pas un acte terroriste, c'est si pas un acte terroriste, qu'est-ce qui est un acte terroriste ? Qui dit ça ? LFI ? Aussi, c'était une monstruosité. Et après, il y a eu une réplique d'Israël qui était forte, car il voulait mettre le Hamas hors d'état de nuire, mais qui a aussi fait des milliers de victimes civiles, et notamment des enfants. Un nombre trop élevé d'enfants. Et il fallait que les choses s'arrêtent, ou en tout cas s'interrompent. C'était indispensable. Et puis, il y avait l'essor des otages, qui doivent être libérés. Et quand je dis qu'ils doivent être libérés, je pense à ceux qui sont déjà libérés, quelques 24 je pense, aux 50 qui sont dans l'accord, et à tous les autres. Car à la fin, il faut que ces otages retrouvent la liberté, y compris les otages français, bien sûr, qui sont au nombre de 8. Et donc oui, c'était indispensable que cela arrive, la communauté internationale le souhaitait, la France le souhaitait, il y a eu une pression très forte de tous, des Américains en particulier, une négociation a eu lieu, elle aboutit, pour les tournants, à un point d'inflexion, nous verrons jusqu'à quel point ça va, parce que cette trêve, elle est pour 4 jours, elle peut être prolongée pour une dizaine. On verra au fur et à mesure combien d'otages sont libérés, j'allais dire au fil des jours, sans doute. Est-ce que ça permettra d'aller vers un cessez-le-feu plus définitif ? Vous le souhaitez ? C'est une question. Parce que c'est très différent d'une trêve, un cessez-le-feu. Je sais bien. Et si on fait un cessez-le-feu, comme vous dites, j'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai passé 5 ans que c'est la fin d'Israël, que Israël joue sa survie. S'il y a un cessez-le-feu, il n'y a plus d'Israël. Écoutez, moi je ne sais pas d'abord quel est l'état des forces aujourd'hui et jusqu'à quel point le Hamas a été affaibli. Et du point de vue d'Israël, sans doute souhaite-t-il qu'il soit affaibli définitivement. On ne peut pas non plus obtenir tous ces objectifs, et il faut quand même qu'il y ait un coup d'arrêt au nombre de victimes civiles qui devient vraiment inquiétant. J'étais la semaine dernière à l'ONU, parce que je suis membre du comité des Nations Unies, j'ai rencontré le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas un secret que dans l'organisation, on se préoccupe de cela. On constate ce nombre de victimes et on le déplore. Enfin, on se préoccupe surtout de la situation palestinienne et moins de la situation israélienne. Non, c'est pas la sensation que j'ai eue. Je pense que, et c'est naturel, chaque partie prenante a sa réaction. Les Israéliens sont choqués. Ils sont sous le coup de ce massacre, de ce pogrom. Ils veulent aussi, du coup, mettre le Hamas hors d'état d'être en difficulté, de les mettre en difficulté. Les Palestiniens sont aussi sous les coups de cette guerre, de la riposte de Tsahal, qui est très forte. Et l'ONU, elle a une mission humanitaire, donc elle souhaite l'exercer. Donc il faut quand même prendre en compte, dans cette situation, toutes les parties prenantes. Donc un cessez-le-feu, d'abord, il faut savoir jusqu'à quel point le Hamas a été affaibli. Il faut ensuite savoir, un cessez-le-feu, en soi, c'est pas une fin de l'histoire. Il faut aussi voir comment on arrive à neutraliser la situation. Peut-être un cessez-le-feu alors dans ce cas-là, au moment où tous les otages seront libérés. C'est une possibilité. J'ai vu les déclarations de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui disait qu'il fallait que tous les otages soient libérés. Et bien sûr, là pour le coup c'est une exigence qui n'est pas qu'une exigence israélienne, c'est une exigence de la communauté. Encore une fois, je pense à nos otages, aux otages français. Vous êtes attaché à Israël, Pierre Moscovici. Vous dites dans votre livre « Nos meilleures années chez Gallimard » que vous êtes un juif laïque de tradition républicaine française. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, ça veut dire que juif, je ne le suis pas par la pratique religieuse. Ne m'a été pas donné. Mon père avait passé la guerre dans un camp de travail en Roumanie, ma mère cachée par des justes en Lozère, et ils ne croyaient pas en Dieu après le Shoah. C'était impossible pour eux, et ni mon frère ni moi n'avons été élevés dans la religion. Néanmoins, j'ai cette culture, j'ai cette histoire, elle m'oblige d'une certaine façon, mais je l'ai aussi avec une éducation qui est celle d'un juif laïque, d'un juif qui a fait sa vie dans l'État, haut fonctionnaire, homme politique, à nouveau haut fonctionnaire. Je suis aujourd'hui un des plus hauts fonctionnaires de France, comme premier président de la Cour des comptes. Je n'oublie pas d'où je viens. Et je pense qu'on peut être juif et de gauche. Je pense qu'on peut être juif
et critique d'Israël quand il le faut, et il faudra quand même examiner le moment venu les erreurs qui ont été commises, y compris celles de Benjamin Netanyahu. Vous n'êtes pas le premier, Jacques Attali, ici, a été un des premiers à dire que Benjamin Netanyahu devrait être en prison. Il était à votre place il y a quelques semaines. En tout cas, il faudra que des responsabilités soient établies, il y aura une commission d'enquête, mais chaque chose en son temps. Et puis, on peut aussi être juif et attaché à la solution à 2 États. Être juif, c'est pas être crispé sur cette identité. C'est une identité, pour moi, qui est universelle. Les 2 États, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça dépend quel État aussi. Que représente l'autorité palestinienne aujourd'hui, Pierre Moscovici? Ce qu'il faut bien mesurer, vous savez, vous me disiez que j'étais attaché à Israël à la fois par cette origine et même de façon plus directe. Comme mon père est venu en France, le reste de sa famille est allé en Israël. J'ai une famille en Israël. La moitié de ma famille paternelle est en Israël. Je pense à eux, je parle souvent à ma cousine qui se trouve là-bas dans une situation assez précaire, en tout cas très tendue. Donc, je suis attaché à ça. Mais en même temps, il faut aussi regarder toujours, moi je crois beaucoup en l'empathie, ce qui se passe de l'autre côté. Si on ne donne pas un débouché politique aux Palestiniens, alors cette situation va s'enquister pour toujours. Peut-être peut-on neutraliser le Hamas, mais si les Palestiniens vivent dans un sentiment d'oppression, alors il y aura d'autres Hamas. Et donc, je pense que l'intérêt d'Israël, c'est qu'il y ait une solution à 2 États. Vous savez, au fond, quand Yitzhak Rabin, vous évoquiez Ofer Bronstein tout à l'heure, que je connais bien, a lancé le processus qui a mené aux accords d'Oslo, c'était au lendemain de la guerre du Kippour, qui avait été un traumatisme terrible pour Israël. Donc l'intérêt d'Israël, et c'est ça que Benjamin Netanyahu n'a jamais compris, c'est qu'il y ait aussi une forme de débouché politique pour les Palestiniens. Voyons maintenant comment ce conflit, cette guerre épouvantable a été importé, ce conflit en France. Vous dites dans votre livre que la France a été divisée lors de l'affaire Dreyfus. Oui. Mais l'antisémitisme en France, il est beaucoup plus ancien que l'affaire Dreyfus? Bien sûr, mais je pense à ça parce que c'est pour moi un moment de formation historique, si vous voulez, des camps, y compris républicains. Contrairement à ce qu'on dit, au début de l'affaire Dreyfus, il faut relire les souvenirs de Léon Blum sur l'affaire Dreyfus. Il n'y a pas la droite qui est anti-dreyfusarde et la gauche qui est dreyfusarde. Certainement pas. Les corps sont mélangés. Et à partir d'un certain moment, ça se forme, et d'ailleurs pas tellement gauche-droite, mais sur la version les laïcs contre les autres, les républicains contre les autres. Et c'est ce que Blum appelle le camp de la résistance. À l'époque, c'est la résistance à la libération de Dreyfus et à l'acquittement de Dreyfus qui finit par perdre. Et ça, c'est un moment républicain très fort. C'est pour ça que je le cite. Mais bien sûr, vous avez raison. La France d'aujourd'hui, j'ai vu que vous receviez tout à l'heure le président du CRIF, que j'ai croisé en arrivant. Il faut comprendre qu'il y a des actes antisémites en France qui sont insupportables. Ils se multiplient. Il y a des endroits où être juif, c'est une terreur, c'est une peur. C'est vrai. En même temps, il y a un aspect plus rassurant, qui est que la France, les Français, sont beaucoup moins antisémites qu'ils l'étaient il y a un siècle. C'est-à-dire le sentiment antisémite général. Ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, sans doute. Et ce n'est pas les mêmes coins. Et oui, mais est-ce que c'est pas plus dangereux? Enfin, je veux dire, on pouvait être antisémite et dire des choses et c'était ignoble. Je vous suis totalement là-dessus. Mais enfin, on sortait pas non plus des armes pour tuer des juifs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, oui, c'est arrivé, mais je le dis avec ma sensibilité sur ce sujet-là, sensibilité de juif d'origine et de laïc aussi par conviction. Mais vous parlez, pardonnez-moi, d'une époque qui n'existe plus. C'est-à-dire que, effectivement, cet antisémitisme rampant, un peu rance d'une vieille France, avec des convictions qui n'étaient pas forcément très convenables. C'est infinitésimal par rapport à un antisémitisme qui est dans la communauté aujourd'hui je vois islamiste. Vous voulez en dire, mais vous parlez de cette période, quand même Dreyfus a été déporté bien du sûr, diable. Bien sûr. Et Léon Blum a failli être tué le jour des obsèques de Jacques Bainville dans sa voiture. Oui, mais aujourd'hui c'est quotidien cet antisémitisme. Et n'oubliez pas aussi qu'il s'est quand même passé un épisode qui n'est pas n'importe quoi, qui est la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, et la participation de la France à la déportation des Juifs, avec notamment la rafle de Je ne minimise absolument pas ça, et vous le savez, Pierre. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les périodes historiques, il faut toujours les relativiser, en tout cas les comparer, et ne pas sous-estimer le passé en regardant le présent. Et donc, encore une fois, oui, il y a des dérives inacceptables. L'antisémitisme a changé de camp. L'antisémitisme a changé de lieu, il a changé de forme, il a changé d'origine. Mais il a toujours été là. Et l'antisémitisme en France est moins répandu qu'hier. Et donc, vous savez, par rapport à mes compatriotes français, juifs, parce que moi je me définis plus comme un français juif que comme un juif français, je leur dis aussi qu'il ne faut pas avoir peur. J'étais à cette marche contre l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette marche? Elle était très sereine, elle était très forte. Et elle a dit aux juifs, vous n'êtes pas seuls.
nous sommes à vos côtés. Mais est-ce que c'est Toute la suffisant? France. Est-ce que c'est suffisant? Il faut assurer, bien Qu'est-ce sûr. que c'est la il faut- réponse il faut- pénale aujourd'hui il pour faut- les actes il faut- antisémites, Pierre Moscovici? Alors, c'est Est-ce la qu'il ne loi- faut pas c'est- changer c'est la loi l'arsenal? Guesso. Alors ça, je ne suis plus, moi, dans l'actualité politique. Oui, Je mais pense enfin, dans votre livre, vous proposez quand même plusieurs sorties de la France, cette France qui vous inquiète. C'est le premier terme de votre première Oui. phrase de votre livre, c'est « La France m'inquiète ». Oui, la France m'inquiète parce que je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie, et je l'appelle l'homme malade politique de l'Europe. Je constate, j'ai fait de la politique pendant 30 ans, j'ai été élevé dans cette religion de l'État, du service public, je suis un haut fonctionnaire, j'étais un homme politique, j'ai des convictions, je les ai eues. Aujourd'hui, je ne les exprime plus parce que Vous avez peut-être un devoir de réserve. Enfin, complet. cela dit, ça ne vous empêche pas de revenir. Vous le dites vous-même à la fin de votre livre, j'ai 66 ans, j'ai jamais été autant en forme. Jamais autant, je ne sais pas, mais voilà. suffisamment en tout cas. On a 2 présidents potentiels des États-Unis qui arrivent l'an prochain. Il y en a un qui a 80 ans et l'autre en a je sais plus combien. Oui, enfin, vraiment, c'est pas mon rêve. Et puis pour le moment, Bon, comme ça, j'ai au encore moins. 3 ans à faire à la Cour des comptes, et donc je vais les ferai jusqu'au bout. Après, je serai un homme libre. Et si l'idée c'est qu'on me réentende dans le débat public, on me réentendra dans le débat public. Pas forcément pour faire de la politique, mais Point taken en bon français. le jour où je retrouve ma liberté de parole, pourquoi m'en priverais-je? Mais aujourd'hui, j'ai ce devoir. Et donc, je ne vais pas commenter les mesures législatives qu'il faut prendre précisément, mais je dirais, il faut que les Juifs en France se sentent en sécurité. Il faut que cette sécurité soit totalement assurée. Il faut que les auteurs d'actes antisémites soient réprimés à la hauteur de ce qu'ils font. Et il faut aussi que les Juifs de France gardent cet optimisme universaliste parce qu'ils ont toute leur place dans la communauté, ils doivent le savoir d'un côté national. Ils doivent le savoir et c'est ce que cette marche leur a signifié. À tous. Une pause, si vous le voulez bien, Pierre Moscovici, vous êtes notre grand témoin de l'actualité de ce vendredi soir sur Europe 1 et on revient dans un instant. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Le Villeneuve. premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est le grand témoin de l'actualité d'Europe 1 ce soir. Nos meilleures années, son livre chez Gallimard. Comment va la France, Pierre Moscovici? De quel point de vue? Du point de vue du premier président de la Cour des comptes, qui compte, qui regarde les bilans, qui lui sont envoyés par Bercy. Alors la France a trop de déficits, elle a trop de dettes, elle a trop de prélèvements obligatoires, et nos finances publiques pourraient être bien meilleures. Et ce qui me préoccupe le plus, à vrai dire, c'est la dette. Attention, je ne suis pas en train de pousser des cris d'orfraie, dire qu'on va vers je ne sais quel crash financier, ou bien que nous méritons une dégradation. Pas du tout. Je pense que la France a une dette parfaitement Il n'y soutenable. en a pas eu des dégradations Oui, de Fitch ni de Standard & Poor's. Dernièrement, ça aurait pu le faire. Notre dette est parfaitement soutenable au sens où elle est finançable, parce que nous sommes un grand pays, nous avons un marché large, nous appartenons à l'euro, nous avons des impôts qui rentrent très bien, avec un bon système fiscal, avec un civisme Donc pour vous, il n'y a pas fiscal. trop d'impôts. J'ai dit qu'ils rentraient très bien. J'ai dit que les prélèvements obligatoires C'est étaient pour ça que trop je vous pose la élevés. question. Mais ils rentrent bien. Non, mais ça, c'est rassurant, si vous voulez, du point de vue de la solvabilité du pays. Mais, il y a un mais, notre dette est trop élevée. Nous avions un service de la dette, c'était un remboursement annuel de la dette de 25 milliards d'euros en 2001. Je m'en souviens. 2021. Il est de 57 milliards d'euros en 2024. Il sera de 84 milliards d'euros en 2027. Et quand vous avez 84 milliards d'euros à rembourser, c'est-à-dire le premier de l'an, en tout cas dans l'année, comment pouvez-vous envisager de financer ce qui est nécessaire pour changer l'hôpital, pour innover davantage ou pour la transition écologique? Et donc moi, ce que je crains dans l'endettement, c'est que l'excès d'endettement paralyse l'action publique. Il est impossible d'investir si vous n'avez pas des ressources. Autrement dit, vous avez d'un côté un mur d'investissement qu'il faut vous monter, et de l'autre côté une montagne de dette. Si vous ne faites pas diminuer la montagne de dette, vous ne pourrez pas financer les investissements. Voilà pourquoi j'appelle, mais de manière assez solennelle, à ce que vraiment la France fasse un effort supplémentaire pour le désendettement. J'ai le sentiment que le gouvernement l'a compris, que le ministre des Finances et le ministre des Comptes publics l'ont compris. On commence à faire des efforts en la matière, par exemple avec 16 milliards d'euros d'économies pour cette année, mais attention, chacun sait que c'est pas du structurel, c'est-à-dire qu'on va surtout débrancher le dispositif du quoi qu'il en coûte, et pour l'année prochaine, il faudra faire 12 milliards d'économies pérennes, et pour ça, il faut absolument lancer ce que on appelle des revues de dépenses, et réformer des politiques publiques pour qu'elles soient moins coûteuses. Mais alors attendez, deux choses, parce que d'abord il y a des comment dirais-je, des réformes qui paraissent un peu farfelues, comme celle de Bruno Le Maire qui propose maintenant de diminuer les allocations chômage des plus de 55 ans, alors qu'on sait très bien qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi quand on a plus de 55 ans. Et puis la deuxième chose, vous parlez de la dépense publique, mais pardonnez-moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et ça fait 25 ans que j'entends il faut diminuer la dépense publique. Mais alors par où on commence, comment on fait Il y a un moment donné où on arrive
arrive devant ce mur. Et ce mur, ou cette montagne, c'est la dette. Et aujourd'hui, je dirais que c'est une obligation. Et que si nous ne le faisons pas volontairement, d'autres se chargeront de nous le rappeler. Qui Les banquiers? Non, la Commission européenne, les règles, vous savez. Les règles, on en a eu. On a eu les 3% de déficit public, puis finalement, on a eu le quoi qu'il en coûte. On dit, vous comprenez, c'est la crise, on peut rien faire. Nous les avons respectés. J'étais ministre des Finances de 2012 à 2014. Il y avait 5% de déficit quand je suis arrivé. Il y en avait 3,9 quand je suis parti. Chacun défend son bilan. Non, c'est pas une question de son bilan. Non, alors ça, il y a des chiffres quand même. Mais je vais continuer en ne défendant pas que mon bilan. En 2014 à 2019, j'étais à Bruxelles chargé de faire respecter le pacte de stabilité et de croissance. La France était en dessous de 3%. Et donc la France respectait les règles. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous sommes sur le podium des plus endettés. Il y a les Grecs, les Italiens, les Français. C'est pas le podium dont je rêve pour mon pays. Non. Et donc je dis qu'il est aujourd'hui indispensable de le faire et qu'il faut enfin procéder à un examen intelligent de la dépense publique. Nous avons 56% de dépenses publiques dans le PIB aujourd'hui. 56%. C'est le taux le plus élevé de l'Union européenne. Plus de 8 points de plus que la moyenne. Qui est numéro 1 de l'Union européenne? C'est nous. Non, mais dans l'autre sens. Qui est le grand gagnant, qui est le plus frugal, j'allais dire, de l'Union européenne? Les Pays-Bas? C'est pour les Pays-Bas. Qui aujourd'hui ont un régime d'extrême droite. Ils n'ont pas encore un régime d'extrême droite, ils ont vu un parti extra gagner. Non, mais, bon. Mais on va peut-être en reparler. On va sûrement en parler. Mais c'est pas à cause de ça, c'est pour d'autres raisons. C'est sur ce qui a fait gagner M. Wilders, on le sait, c'était sur l'immigration. Mais je reviens à la dépense publique, puisque là je suis premier président de la Cour des comptes là-dessus. Tout irait bien. Moi, j'ai rien contre 56% de dépenses publiques si les services publics marchaient bien. Or, ce que je constate, c'est que plus on dépense 28% de plus par habitant qu'en 2000. Plus la satisfaction dans le service public diminue. On pense par exemple à l'éducation nationale et au classement PISA. On attend ceux de cette année. On pense à l'hôpital qui est en crise. Comment ça se fait? Ça se fait qu'il y a eu une dépense publique accrue, mais qu'on n'a pas dépensé mieux. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est soulever le capot de la dépense publique. Ah oui, mais il serait temps. Je vais prendre un exemple. La politique du logement. Il y a une crise du logement en France aujourd'hui. On ne construit pas. Ouais. Il n'y a pas de rotation dans le parc social. On dépense 35 milliards d'euros par an pour le logement. Où va cet argent? Il va à des soutiens divers. Ça veut dire quoi, ça? On sait ce que c'est. C'est tout ce qui soutient le logement social, etc. Donc des associations? Ah non, c'est les constructeurs aussi. Enfin, tout le monde bénéficie de la politique du logement. On dépense 2,5 fois plus pour le logement en France que dans la moyenne de l'Union européenne. Mais c'est pareil pour l'hôpital, qui est exsangue. Alors, l'hôpital est exsangue, et il y a des investissements à faire. Il y a aussi des économies sans doute à faire sur tout ce qui est informatisation, parce qu'on dit numérisation, maintenant que l'hôpital de demain sera un hôpital privé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de les rendre privés. La version anglo-saxonne. La Cour des comptes a sorti un rapport, il y a peu de temps, sur l'articulation entre le privé et le public. Et par exemple, c'est vrai que si vous regardez nos villes, si vous avez un peu partout des hôpitaux qui fournissent un certain nombre de services, vous avez des cliniques qui fournissent un certain nombre de services, et les deux ne sont pas articulés. Il faut recréer une sorte de service public, de mission de service public, dont une partie soit assumée par le privé, une partie par le public, et que ce soit coordonné. Et ça permettrait de faire des économies d'échelle. Et c'est un homme de gauche qui dit ça. Je parle du service public. Et pour le coup, qu'un chat, comme disait Deng Xiaoping, qu'un chat soit noir ou blanc, ce qui compte, c'est qu'il attrape des souris. En l'occurrence, il faut que l'hôpital et la clinique soignent des gens. Et on a pu constater, pendant la crise Covid, que ça a marché ensemble. On peut le faire. Donc je ne suis pas du tout pour la privatisation, je suis pour l'articulation du public et du privé, puisque ça fonctionne. Oui, enfin, je prends cet exemple-là. Façon de marcher à deux, avec d'un côté le privé et d'un côté le public. Oui, mais se coordonner, l'un finançant l'autre. Faisant en sorte que, je sais pas, j'ai été élu pendant 20 ans à Montbéliard. Il y a un hôpital et des cliniques. Il y a certains services que les deux produisent. Il y a des doublons. Faire en sorte que les uns et les autres les assurent mieux. Voilà. Donc je pense qu'on peut à la fois dépenser moins et dépenser surtout beaucoup mieux. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est à ça que doivent servir les revues de dépenses publiques que lance la Première ministre et le ministre de l'économie et des Finances. Pierre Moscovici, en lisant votre livre, on sent que vous avez encore envie du retour de la gauche, puisque l'extrême droite arrive, on l'a dit, aux Pays-Bas, et elle est très très présente en France. Qu'est-ce que c'est l'offre de gauche? Et je vais vous demander de répondre en 30 secondes. Aujourd'hui, en France? Eh bien, c'est certaines ambiguïtés, pour le moins. C'est de Jean-Luc Mélenchon dont on parlait. Et c'est aussi, pour le moment, une gauche traditionnelle qui ne pense pas encore en termes crédibles, en termes de gouvernement. Bref, moi, j'ai pas de nostalgie. Un SPD français, ça pourrait exister? Disons que, d'abord, je trouve que dans une démocratie, s'il n'y a pas de gauche crédible, c'est un problème. Elle est hémiplégique. Il faut que la gauche soit un candidat à l'alternance. Et pour ça, elle doit être écologiste, elle doit être démocratique, elle doit être aussi crédible et responsable. La gauche qui gagne,
Prenez la gauche américaine ou la gauche britannique. C'est pas une gauche irréaliste, c'est pas une gauche tribulicienne, c'est une gauche qui traite les problèmes du pays. La gauche qui a gouverné, c'était une gauche qui traitait les problèmes du pays. Là, j'étais ministre de Lionel Jospin, c'était une gauche qui traitait les problèmes du pays. Et il faut revenir quand même à ceci. Ben oui, on aime ou pas, mais en tout cas, c'était une gauche qui avait des résultats. Et donc, d'ailleurs, il faut le lire là-dedans. Et d'ailleurs, les résultats, vous savez, je vais donner des chiffres. Le déficit public le plus faible, c'était avec Dominique Strauss-Kahn en 99. Et quand Lionel Jospin a quitté le pouvoir, la dette française était équivalente à la dette allemande. Aujourd'hui, c'est 50 points de plus. Ouais, on peut regarder les années Pompidou et faire la comparaison aussi. Alors, ça a commencé en 74, vous savez. Nos meilleures déficits. années. Tout est là-dedans. La jeunesse, les amis, la politique. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous.